La première journée du sommet de l'OTAN à Ankara s'achève et nous pouvons déjà en tirer des conclusions. Donald Trump a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le dictateur russe Vladimir Poutine souhaitent donc parvenir à un accord et qu'ils concluront bientôt un arrangement, ce qui signifie que la guerre en Ukraine sera bientôt réglée. Selon Trump, il a récemment eu une longue conversation avec Poutine et lui a fait comprendre qu'il valait mieux conclure un accord dès maintenant. À Kiev, on n'y croit pas vraiment et le chef du bureau du président ukrainien, Kirilo Boudanov, a déclaré que l'Ukraine est prête à se battre encore plusieurs années si Poutine ne s'assoit pas à la table des négociations. Il affirme que la marge de sécurité existe bien. Zelensky a déclaré que les frappes ukrainiennes, à longue portée contre la Russie, ont privé Moscou de la certitude de disposer de zones arrières solidement protégées et que cela devrait accélérer l'obtention de la paix. Zelensky a déclaré « Nous avons détruit l'idée qu'il existe un arrière stratégique russe ». En marge du sommet de l'OTAN, on affirme que Trump apprécie les frappes ukrainiennes et encourage à les intensifier pour pousser Poutine à négocier. Mais publiquement, l'Ukraine a déclaré que les frappes ukrainiennes à longue portée ont privé. À l'OTAN, il y a une confiance historique dans l'existence de zones arrières sûres, mais publiquement, on n'en parle pas. En même temps, l'OTAN subit des transformations historiques. D'un côté, les États-Unis ont déclaré aujourd'hui qu'ils transfèrent. Le transfert de la production d'armes en Europe concerne les missiles Stinger, ATACMS et même les chars Abrams. Zelensky a déclaré qu'il transfère une partie de la production d'armes en Europe. Cela concerne les missiles Stinger, ATACMS et même les chars Abrams. Et d'un autre côté, l'Europe abandonne les avions stratégiques de détection et de contrôle à longue portée et passe à des avions suédois plus ukrainiens. Trump a également promis de lever les sanctions contre la Turquie et de réintégrer Ankara dans le programme des F-35. Trump a également promis de lever les sanctions contre la Turquie et enfin de réintégrer Ankara dans le programme des chasseurs F-35. Les autorités de la Douma d'État de la Fédération de Russie ont officiellement appelé les Russes, je cite, « à ne pas paniquer à cause de la crise du carburant ». Eh bien, si vous n'avez pas compris ce jargon concernant ne pas vibrer, le député Volodine a appelé les Russes à ne pas s'inquiéter. Et il ne s'agit pas des drones ukrainiens. Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Kirill, a affirmé qu'il ne fallait pas se plaindre du manque d'essence après les frappes, assurant qu'il y a des réserves. Nous aborderons ce sujet et plus encore dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi et discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, faisons le bilan de la journée qui s'achève. Alors aujourd'hui, le 7 juillet, le sommet de l'OTAN a commencé à Ankara et nous avons déjà toute une série de déclarations importantes et le chef du président ukrainien Kirill, nous avons déjà toute une série de déclarations importantes et même des documents signés. Que Trump a intrigué avec ses plans pour mettre fin à la guerre en Ukraine et sa longue conversation. Ils ont été privés de confiance dans la présence de bases arrière fiables. Mais moi, avec Zelensky à Kiev, j'ai déclaré que c'était le premier chronologiquement. Les frappes ukrainiennes à longue portée contre la Russie, les soi-disant frappes en profondeur, ont ôté à Moscou la certitude de disposer de zones arrières bien protégées, et cela devrait accélérer l'obtention de la paix. À Kiev, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et ensuite, Kirill a déclaré que les frappes ukrainiennes à longue portée ont fait perdre toute certitude quant à l'existence de zones arrières bien protégées. Pendant longtemps, la Russie considérait comme son avantage son immense territoire, son arrière profond, où il était possible d'installer en toute sécurité la production militaire et de stocker du matériel. Et tout ce dont dépend la conduite de la guerre, étant convaincu que personne ne pourrait frapper jusque-là. Mais nous avons réussi. Le discours de Volodymyr Zelensky portait notamment sur la frappe contre la raffinerie de pétrole d'Omsk, située à 2500 km de la frontière avec l'Ukraine. Et voici une autre citation de Zelensky. Les drones ukrainiens ont percé la défense de la Russie et ont frappé une raffinerie de pétrole russe en Sibérie. Ce n'est plus une exception, mais la nouvelle réalité. L'Ukraine a frappé toutes les grandes raffineries de pétrole russes. Ce sont d'ailleurs des frappes. Да, и это, кстати, правда. L'Ukraine, contrairement à la Fédération de Russie, mène des opérations militaires non pas pour le plaisir, ni pour des ambitions géopolitiques. Nous augmentons le coût de cette guerre pour la Russie et, ce faisant, nous augmentons les chances d'atteindre la paix. Je tiens également à souligner ici que la frappe contre la raffinerie de pétrole d'Omsk, la plus puissante de toute la Russie, a eu lieu le 6 juillet, la veille. Et les drones ont frappé les installations de traitement primaire du pétrole. C'est en fait le noyau et le cœur de toute l'usine.
Et aujourd'hui, on a appris que l'attaque des drones ukrainiens a mis hors service la raffinerie de pétrole d'Omsk. Selon des sources de Reuters, à la suite des frappes de drones, l'unité de traitement primaire du pétrole AVT-10 a été endommagée. Cette installation représente environ 38% de toutes les capacités de production de cette entreprise. De plus, à cause de l'attaque, il a fallu arrêter une autre installation importante, le AVT-11, qui assure encore 37% des capacités de l'usine. Il est indiqué qu'il n'y a pas eu d'impact direct sur la deuxième installation, mais comme une autre installation brûlait à proximité et que des débris voléants, elle a également été endommagée. Au final, à l'heure actuelle, l'usine ne peut fonctionner qu'à 25% de sa capacité. Mais il a été décidé d'arrêter le fonctionnement de l'usine et d'essayer de relancer les unités de traitement du pétrole de secours mises en veille afin de compenser la perte. De plus, aujourd'hui, Zelensky a déclaré lors du sommet de l'OTAN que les forces ukrainiennes éliminent environ 30 000 soldats russes chaque mois. Selon lui, rien qu'en juin, près de 28 000 occupants russes ont été éliminés. De plus, selon Zelensky, les forces armées ukrainiennes disposent de preuves vidéo de l'élimination de chaque occupant russe. La grande majorité a été éliminée précisément par des drones. Et, selon le président de l'Ukraine, comme il l'a dit, n'en est pas fière de tuer autant de Russes. Et l'Ukraine ne fait que consigner de telles choses afin de démontrer que c'est, je cite, une guerre que nous n'avons pas commencée, mais que nous sommes obligés de mener. De plus, Zelensky a déclaré que l'Ukraine devait faire partie de l'OTAN, car, selon lui, l'OTAN avec l'Ukraine, c'est l'alliance du futur. Citation. Pensez-vous vraiment qu'il soit juste de laisser en dehors de l'OTAN un pays et un peuple qui possèdent un tel niveau de potentiel de défense ? Si nous avons déjà de telles capacités, il est tout à fait logique que ce potentiel fasse partie de la défense collective de l'Alliance. Il est également important de noter qu'il est évident que Kiev et Moscou ont toutes deux tenté de faire monter les enchères juste avant le sommet de l'OTAN. L'Ukraine a intensifié ses frappes en profondeur et aujourd'hui elle a également attaqué avec des drones, pour l'instant, déjà 10 pétroliers en mer d'Azov qui tentaient en année d'acheminer du carburant vers la Crimée. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du fait que pendant la nuit, en une seule nuit, les ptak Madiar, c'est-à-dire que les forces des systèmes de drones des forces armées ukrainiennes ont attaqué d'un coup 8 pétroliers en mer d'Azov, qui tentaient justement d'acheminer de l'essence vers la Crimée. И уже днем 7 июля Le 7 des pétroliers ont aussi été attaqués en mer d'Azov. Autrement dit, à l'heure actuelle, en une journée, nous avons 10 pétroliers de la flotte de l'ombre qui ont été attaqués alors qu'ils tentaient d'acheminer de l'essence vers la Crimée, un cargo et un ferry qui étaient à l'arrêt à Kertch. Voilà. À tout cela, il faut encore ajouter une autre nouvelle. Aujourd'hui, le ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhail Fedorov, a révélé les détails de l'opération spéciale Auchan, dans le cadre de laquelle les forces armées ukrainiennes ont tout simplement retardé d'au moins 6 mois les capacités militaires russes, ce qui les a empêchés de lancer une offensive à grande échelle au début de l'été. Selon Fedorov, les envahisseurs russes ont été contraints d'éloigner une quantité importante d'équipements de la ligne de front après l'opération ukrainienne Auchan. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle une opération militaire spéciale digne de gens sains d'esprit. La voilà. Selon le ministre, la première étape de l'opération spéciale a déjà été menée l'année dernière. Des drones spécialement conçus ont été préparés pour elle, les renseignements nécessaires ont été recueillis et une frappe massive contre l'équipement ennemi à l'arrière a été préparée. En 3 jours, les forces de défense de l'Ukraine ont frappé 949 cibles ennemies. Il y a quelques semaines, la deuxième phase de cette opération a eu lieu. Cette fois, l'artillerie ennemie était la cible principale. Pour la deuxième phase de l'opération, un nouveau type de munition a été développé pour frapper l'artillerie. Je veux dire un nouveau type de drone avec une munition. Au total, 231 cibles ont été touchées. Au total, lors des 2 phases de l'opération Auchan, les forces de défense ukrainiennes ont frappé 1180 cibles ennemies. Et tout cela grâce aux drones, exclusivement aux drones, et sans risque pour les soldats ukrainiens en première ligne. En mai 2025, l'opération spéciale Auchan a commencé.
Pendant plusieurs mois, les forces de défense, avec la participation des unités laser et de la 412e brigade Nemesis, ont porté les coups les plus durs aux forces ennemies sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Équipement, ressources, logistique. 949 cibles touchées et détruites à plus de 50 km de la ligne de contact. Le travail coordonné des forces de défense a considérablement affaibli le potentiel offensif de l'ennemi. Il lui a fallu des mois pour compenser ses pertes. En juin 2026, une nouvelle phase de l'opération Hart au champ a été lancée, axée sur l'artillerie ennemie. Cette fois, les unités des forces de défense ont coordonné leurs frappes contre les obusiers des occupants dans les secteurs de Kherson, de Zaporijia, de Donetsk et de Starobilsk. En conséquence, 231 cibles ont été touchées, dont 171 détruites. L'efficacité des frappes a été confirmée par des moyens de contrôle objectif et par des interceptions de communication. Dès le premier jour, l'activité des troupes russes sur l'ensemble du front a diminué de 30 à 81%. Au total, lors de l'opération spéciale Ocean, 1180 cibles ont été touchées. Chaque cible touchée signifie moins de tirs sur les positions et les villes ukrainiennes. Chaque opération de ce type affaiblit l'ennemi et rapproche le moment où il perdra la capacité d'imposer ses conditions sur le champ de bataille. Le travail continue. Vladimir Poutine, de son côté, a tenté d'impressionner Donald Trump en déclarant que la ville de Konstantinovka, dans la région de Donetsk, aurait été prise, et en affirmant que les Russes avanceraient soi-disant à un rythme effréné sur toute la ligne de front. Eh bien, je rappelle que ce n'est pas moi qui invente cela, ce sont ses propres paroles. Tout d'abord, il a lui-même annoncé que Konstantinovka avait été prise, alors que ce n'est pas le cas. Ensuite, il racontait lui-même aux cadets, souvenez-vous, il les avait réunis au Kremlin et leur annonçait qu'il n'y avait pas un seul secteur du front où les Russes ne progressaient pas. Il disait « pas un seul ». Toute la ligne de front avance selon lui. Ce sont ses propres mots. Et il est évident qu'avec ces déclarations, il essayait d'impressionner Donald Trump pour que celui-ci dise « faut encore... Waouh, vous vous battez vraiment ». Oui, il faut forcer Zelensky à s'asseoir à la table des négociations et à céder des territoires. Et là, Poutine s'est même vanté auprès de Trump de ses frappes barbares contre des immeubles résidentiels à Kiev. Et c'est là que les déclarations de Poutine sur la victoire inévitable de la Russie n'ont pas impressionné Trump. Trump a affirmé que selon lui, l'Ukraine et la Russie trouveraient un accord pour finir la guerre. Le président américain a rappelé qu'il avait eu une conversation assez longue avec le dictateur russe Vladimir Poutine, après quoi il a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voici la citation de Trump. « Je pense qu'ils veulent tous les deux parvenir à un accord. Dommage que cela ait pris autant de temps, mais je pense qu'il en sortira quelque chose, qu'il y aura un résultat. » Il a aussi souligné que le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan contribue aux efforts de paix pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je tiens également à souligner ici que des sources de Suspiln ont indiqué qu'en effet, hier, le 6 juillet, Trump a eu des entretiens téléphoniques avec Zelensky et Poutine, mais ces conversations n'ont pas été rendues publiques. Il y a donc de l'espoir que la voie des négociations progresse réellement, et certains prévoient avec optimisme qu'au moins une suspension des hostilités pourrait avoir lieu d'ici l'hiver. Cependant, personnellement, j'invite à prendre de telles prévisions avec beaucoup de prudence. Parce que, d'un autre côté, le chef du bureau du président de l'Ukraine, Kirill Boudanov, a soudainement déclaré aujourd'hui que l'Ukraine était prête à continuer de se battre contre la Russie pendant des années, si les négociations de paix n'aboutissaient pas. Il semble qu'il y ait assez de ressources et de capacités de résistance. Donald Trump a également déclaré qu'il ne pouvait pas regarder ce qui se passe sur le champ de bataille en Ukraine. Voici sa citation. « J'ai vu les images de ces champs de bataille. C'est une guerre de drones, c'est une guerre utilisant des drones, c'est une technologie complètement nouvelle. Les gens ne croiront même pas à quel point cette guerre est cruelle. Et moi j'ai vu les champs de bataille. » Eh bien, ensuite il a dit qu'il lui arrivait même de demander à ne pas lui montrer ses photos, parce qu'il lui est difficile de les regarder, et ainsi de suite. Знаете, Vous savez, j'espère qu'on a quand même montré à Donald Trump au moins quelques photos d'usines de raffinage de pétrole en feu en Russie.
Et aussi ces énormes files d'attente de Russes aux stations-service, dans l'espoir d'obtenir au moins 20 litres d'essence de mauvaise qualité. Pourquoi de mauvaise qualité? En ce moment, si vous ouvrez n'importe quel groupe russe sur les réseaux sociaux, ils disent même tous que leur voiture commence déjà à tomber en panne, parce que l'essence contient tellement d'impuretés que les voitures tombent en panne après seulement une centaine de kilomètres. D'ailleurs, aujourd'hui, le président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Volodine, a déclaré qu'il en avait déjà assez de ces Russes qui se plaignent dans les stations-service. Il a dit « Franchement, vous m'énervez ». C'est pourquoi il les a appelés, je cite, à ne pas paniquer à cause de la crise du carburant. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Je ne veux pas m'attarder là-dessus maintenant. Nous y reviendrons un peu plus tard. Revenons maintenant à Trump. Trump n'a pas seulement évoqué l'Ukraine. Il avait aussi dit ne pas vouloir assister au sommet de l'OTAN, n'y venant que parce qu'il se tenait en Turquie. C'est ainsi qu'il qualifie la Turquie de pays ami. Et voilà, Donald Trump, apparemment, a préparé 2 cadeaux pour le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Il a laissé entendre qu'il autoriserait la Turquie à acheter des chasseurs F-35 aux États-Unis. Il a également déclaré que Washington lèverait les sanctions imposées à la Turquie, en raison de l'achat par Ankara des systèmes de défense anti-aérienne russes S-400. Je rappelle simplement que c'est Donald Trump lui-même qui a initié ces sanctions lors de son premier mandat présidentiel. Il dit maintenant qu'il ne faut pas critiquer les amis ni maintenir les sanctions, oubliant qu'il les a lui-même imposées. Dans le cadre de la relance des relations avec la Turquie, les États-Unis étudient la possibilité de confirmer qu'elle a rempli les conditions pour la vente des F-35, tout en continuant d'insister pour qu'Ankara renonce à ses S-400 russes. D'ailleurs, dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ils se sont montrés vraiment très inefficaces. C'est précisément l'acquisition de ces systèmes de missiles anti-aériens en 2019 qui a provoqué les sanctions américaines et le refus de vendre les chasseurs F-35. Et donc, selon des sources, la Turquie est prête à faire un compromis qui prévoirait une supervision technique de la part des États-Unis. Mais en même temps, elle pourrait conserver les missiles en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité nationale. C'est-à-dire, cela signifie, mettons ces S-400 sous scellé, que les Américains puissent vérifier et voir qu'ils ne fonctionnent pas, qu'ils sont simplement mis sous scellé, fermés, stockés et hors service. Mais si Dieu nous en préserve, nous en avons un jour besoin, nous pourrons les utiliser. Erdoğan a déclaré qu'il avait déjà reçu la promesse de la livraison de 5 avions F-35, mais il n'a précisé aucun détail. Mais il est important de comprendre que le Congrès américain devra encore approuver les 2 décisions, pour la levée des sanctions et les avions. Mais il n'y a aucune garantie que le Congrès le fera. Israël s'oppose activement à la vente des F-35 à la Turquie. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré la veille que cela romprait l'équilibre des forces au Moyen-Orient, où c'est justement Israël qui possède les armes les plus avancées. Selon lui, le renforcement de la Turquie déplairait aussi aux alliés arabes des États-Unis dans la région. La Grèce ne souhaite pas non plus ce renforcement, car la Turquie continue de contrôler Chypre du Nord, occupée en 1974. Mais un épisode séparé est sorti aujourd'hui sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, rendez-vous sur la chaîne YouTube et regardez-le absolument. Nous continuerons à discuter des résultats du sommet de l'OTAN. Au sommet de l'OTAN, aujourd'hui, la question de la Chine a soudain refait surface. Reuters rapporte que la Norvège souhaite que la Chine aide à amener la Russie à la table des négociations avec l'Ukraine. Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a même appelé la Chine à utiliser donc ses liens avec les dirigeants russes pour aider à parvenir à un règlement négocié de la guerre en Ukraine. Selon lui, cela profiterait également aux relations de Pékin avec l'Europe. Il a fait cette déclaration lundi après une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Oslo. Selon Støre, la majeure partie de leur conversation a été consacrée précisément à l'Ukraine. Il en a parlé aujourd'hui en marge du sommet de l'OTAN. Les responsables norvégiens ont appelé les Chinois à transmettre donc aux Russes malpropres que les négociations sur l'Ukraine doivent commencer sans aucune condition. Simplement, sur la base de la ligne de front actuelle, je parle de Poutine, qu'il s'assoie et entame des négociations. La première étape devrait être un cessez-le-feu basé sur la ligne de front actuelle. Eh bien, comme l'a déclaré Støre, je cite, « C'est déjà en soi une grande concession de la part de l'Ukraine, car cela se passe à l'intérieur de leur territoire. » Et voilà, Støre a directement lié la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine aux relations entre la Chine et l'Europe. Citation.
Il existe un grand potentiel pour une coopération plus approfondie entre l'Europe et la Chine, mais tant que cette guerre se poursuit et que la Chine reste un partenaire proche de la Russie, cela limite cette possibilité. Mais après cela, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, a déclaré qu'après sa rencontre avec ce même Wang Yi, il a reçu une invitation à se rendre en Chine. Dans le cadre de l'intensification des contacts bilatéraux avec la Chine, y compris au plus haut niveau. Pour l'instant, il n'y a pas plus de détails, mais l'intensification de l'activité chinoise peut à nouveau indiquer une relance de la piste des négociations. Au même moment, dès demain, une rencontre en personne entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky aura lieu. Le président de l'Ukraine a déjà déclaré qu'il avait un esprit combatif avant la rencontre et que la question de la livraison des systèmes Patriot pour protéger l'Ukraine contre les missiles balistiques russes serait également discutée. Mais les Européens sont sceptiques. Comme l'écrit Bloomberg, les alliés européens reconnaissent que l'Ukraine a renforcé sa position de négociation grâce au développement de la production de drones et à son expérience de la guerre. Dans le même temps, ils évaluent prudemment les perspectives de la prochaine rencontre entre Trump et Zelensky. Selon des sources de l'agence, les négociations entre Trump et Zelensky devraient se passer dans une bonne ambiance. Cependant, en raison de l'imprévisibilité du président américain, il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à des décisions concrètes. Les responsables européens ne s'attendent pas non plus à ce que, après les négociations, Trump renforce sensiblement la pression sur la Russie. Il s'agit aussi bien de nouvelles sanctions que de la reprise des livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. Mais au moins, tous les dirigeants européens s'attendent à ce que Trump n'empêche pas l'Ukraine et l'Europe de continuer à repousser la Russie à l'âge de pierre. Et comme je l'ai promis, à la fin de cette émission, je vais vous donner une nouvelle du pays des merveilles, pour que vous puissiez sourire. En Russie, la crise du carburant continue. Aujourd'hui, le Japon, par exemple, a interdit de fournir du carburant d'aviation aux Russes, qu'ils avaient pourtant supplié les Japonais de leur donner. Mais comme l'a déclaré aujourd'hui le président de la Douma d'État de la Fédération de Russie, Vyacheslav Volodine, les Russes devraient arrêter de se plaindre et ne pas paniquer face à la crise du carburant. Il dit qu'il faut se rassembler autour du vieux dirigeant Poutine et faire quoi ? Encaisser. Encaisser, rester là et encaisser. Selon lui, la panique des Russes ne fait que servir les ennemis de la Russie, qui cherchent à détruire l'économie du pays. Je vais maintenant citer Volodine. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, que nous commençons à trembler, à paniquer, tout cela profite à l'adversaire. Il faut en être conscient, il est nécessaire de savoir encaisser les coups et d'aller jusqu'au bout. Ils voulaient en détruire notre système financier, ils n'y sont pas parvenus. Ils voulaient mettre notre économie en lambeaux, cela n'a pas marché non plus. Et finalement, Volodine, apparemment, a respiré trop de vapeur d'essence de mauvaise qualité et a déclaré, je cite, « Il est important de se rappeler que les participants à l'opération militaire spéciale en Ukraine se battent pour l'avenir de notre pays dans des conditions où tous les pays occidentaux s'opposent à la Fédération de Russie. » Eh bien, vous savez, je réponds à Volodine. Je rappelle qu'avant 2014, tant que ces Russes mal lavés n'avaient pas envahi l'Ukraine, toute l'Europe commerçait massivement avec les Russes. Et elle ne pensait même pas s'opposer à la Russie. Il y avait la merveilleuse Angela Merkel qui, au contraire, protégeait Poutine, allait le voir, lui serrait la main, se couvrait de honte, faisait du commerce, et ainsi de suite. Rien de tout cela n'existait. Mais Volodine dit « L'Occident s'est dressé contre nous. Il veut nous détruire, et ainsi de suite. Alors quoi, les Russes, on supporte ?» Je rappelle que cette tension parmi les Russes augmente à cause de la grave crise du carburant qui touche pratiquement toutes les régions sous contrôle de Moscou, à l'exception pour l'instant de la Tchoukotka. Après la campagne ukrainienne visant à détruire les installations russes de raffinage, des restrictions sur la vente de carburant et l'interdiction de remplir des bidons ont été instaurées partout. Par endroits, les files d'attente aux stations-service sont déjà visibles depuis des satellites en orbite. Mais comme l'a dit Volodine, Russes, encaissez car votre devise, c'est de tout subir. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.